coucou tout le monde. Alors je l'ai reçu, je l'ai acheté quoi pour 4 euros. Même pas 4-5 euros, un truc comme ça. Ouais, 4,60 €, je sais plus. Sur Amazon, il est 2012 et je suis bien content parce qu'il y a une histoire très intéressante. Et autant commencer tout de suite. Les Men in Black sont réels. Alors quand tu vois ça, tu penses tout de suite au film. Il y en a eu 4 des films. Oui, parce qu'il y en a qui disent toujours il y en a eu 4. Il y en a un dernier qui est sorti, mais c'est pas Tommy Jones, c'est Will Smith. Je sais plus qui c'est. Bon, bref. Bon, les Men in Black, abrégé Men in Black en français, les hommes en noir, furent hissés au rang de superstars en 1997 par le film à succès du même nom porté par les acteurs Will Smith, agent J, et Tommy Lee Jones, agent K. Le grand public découvrait alors ces hommes de l'ombre, habillés de costumes noirs, agents secrets travaillant pour le compte du gouvernement et chargés de réduire au silence les témoins du phénomène extraterrestre et paranormaux. L'auteur Rick Redfern plonge en profondeur dans le monde mystérieux de ces agents clandestins et dévoile, preuve à l'appui, que les Men in Black existent vraiment et qu'ils effectuent des missions secrètes depuis 1950. De toute façon, on en parle dans le livre de Elena Danaan, Le Don des Étoiles. Et ce serait des Draco Borg, des sortes d'hybrides reptiliens, voilà. C'est pas des humains, tout ça, c'est sûr et certain. Bon, bref, je pense que là, elle a été beaucoup plus loin. Ça, c'est intéressant. Cet ouvrage relève des histoires inédites et des dossiers ultra confidentiels, incluant les origines, les missions, les modes opératoires et l'organisation secrète de ces agents de l'ombre. Nick Redfern est écrivain, conférencier et journaliste à plein temps. Il écrit régulièrement pour UFO Magazine, Fate, le 14 Times et Paranormal Magazine. Nick Redfern est apparu dans de nombreuses émissions de télévision, dont Out of This World sur la BBC et Monster, Quest et UFO Hunter sur History Channel. Paranatural sur National Geographic, of Proof Positive sur Sci-Fi. Vous savez, mon anglais, je suis vraiment pas terrible. La preuve, vous voyez. Bon. Alors là, je vais vous lire un passage très intéressant. L'homme papillon arrive à Point Plaisante. En 1967, d'ailleurs, il y a eu un film avec Richard Gere. Je vous le conseille, c'était vraiment très bon. Qui est sorti en 2002, mais malheureusement, il ne parle pas d'ufologie dans ce film-là. Enfin, j'ai pas le souvenir. Malheureusement. Je ne peux pas l'avoir plus, mais bon. De toute façon, à la fin, je vous mettrai des images, c'est très intéressant. Certainement peu de personnes lisant ce livre n'ont pas au moins entendu parler de la légende de l'homme papillon, une créature qui hante à la ville de Point-Plaisante dans ses environs en Virginie occidentale, de novembre 66 à décembre 1967. Les exploits diaboliques de la bête furent relatés dans le film hollywoodien à succès de 2002 avec Richard Gere, La prophétie des ombres, qui est vraiment un très bon film, malgré tout, qui tient son nom du livre éponyme écrit par John Keel. Un monstre ailé aux allures de démon doté d'une paire d'yeux. De toute façon, ça c'est un phénomène, comme je dis, ufologique, ils font ce qu'ils veulent. Les créatures qui veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ça j'ai déjà dit. Rouge luminescent, les yeux, sorti de nulle part, débarqua à Point-Plaisante. Et disent certains, sa présence entraîna tragédie, malédiction et mort. L'arrivée de l'homme papillon coïncida avec l'apparition terrifiante des redoutés Men in Black en nombre conséquent à Point-Plaisante et dans son voisinage. Ça, on n'en parle pas du tout dans le film. J'ai pas le souvenir. Mais qui ou qu'était l'homme papillon? Comment la légende a-t-elle débuté? Et quel rapport avec les Men in Black pointant le nez dans le mystère? L'homme papillon, le monstre de Point-Plaisante. Pour répondre à ces questions cruciales, nous devons revenir sur une sombre nuit de novembre 66 au cours de laquelle 5 fossoyeurs travaillant dans un cimetière de la ville voisine de Clendenin furent horrifiés en voyant ce qu'ils décrivent comme une bête ailée de couleur brune à la silhouette humaine s'élever lugubrement des épais arbres environnants et partir au loin comme une flèche. 3 jours plus tard, la bête surnaturelle fit de nouveau surface. Moi, je vais dire la bête ufologique, ça va plus vite. Elle a apparu peut-être par hasard vers minuit alors que Roger et Linda Scarberry, ainsi que Steve et Mary Mallette, 2 jeunes couples mariés de Point-Plaisante, tuaient le temps en faisant le tour de la ville dans la voiture de Scarberry. Au bout d'un moment, le quatuor décida de se diriger vers le sombre West Virginia Ordnance Works, qui était tout bonnement une fabrique d'explosifs abandonnée qui avait servi à produire du TNT pendant la Seconde Guerre mondiale et qui se trouvait à quelques kilomètres au nord de Point-Plaisante dans le McClintic Wildlife Station. Alors qu'ils faisaient le tour de l'ancienne usine, ils furent tous
4. Troublés de voir dans le pénombre ce qui ressemblait à 2 lumières rouges pointées dans leur direction, c'est-à-dire certainement leurs yeux, ses yeux, enfin, l'homme papillon. Mais ce n'était pas des lumières normales. Tous furent choqués et horrifiés de découvrir qu'en réalité les lumières étaient des yeux rouges luisants d'un énorme animal qui se souvint par la suite Roger Scarberry. Mesurait peut-être entre 2 mètres et 2 mètres 10. Et il y avait aussi, c'est pas une chauve-souris, hein, bon. Il y avait aussi ces ailes gigantesques. Évidemment, les deux couples fuirent la zone à toute vitesse. Tu m'étonnes. Malheureusement pour le Scarberry et les mallettes, les monstrueuses choses étaient loin d'en avoir fini et avaient apparemment décidé de les poursuivre. Alors qu'il filait vers la sécurité de Point-Plaisante, elle prit son envol et suivit chaque mouvement du véhicule jusqu'à ce qu'il atteigne les limites de la ville. Ils foncèrent tous les 4 jusqu'au bureau du shérif et racontèrent leur incroyable histoire à l'adjoint Millard Halstead, qui informa plus tard les médias qu'il connaissait les 4 jeunes gens depuis des années, confirma qu'aucun d'eux n'avait de casier judiciaire. Oui, parce que c'est toujours bien de le dire, mais bon. Insistant sur le fait qu'ils avaient pris leur histoire au sérieux à cause de l'hystérie pure qui s'était emparée des deux couples. Et bien qu'une fouille du secteur Halstead ne permit pas de répondre au mystère, l'homme papillon devrait très vite revenir. Un jour seulement après la rencontre de Scarberry et Mallette, l'homme papillon décida de faire une apparition pour Marcella Bennett de Point-Plaisante, qui vers 21h le 16 novembre rendait visite à une amie qui vivait à proximité de l'ancienne fabrique du TNT. Alors qu'elle se garait et sortait de son véhicule, une large silhouette aux yeux rouges sembla s'élever du sol jusque derrière elle. L'horreur que provoqua l'incident chez Bennett fut telle qu'elle en laissa tomber sa fillette qu'elle berçait alors dans ses bras. Ramassant l'enfant heureusement indemne, elle se précipita dans la maison de son amie, claquant la porte derrière elle, et les apparitions continuaient. Tôt le matin du 25 novembre, encore une autre rencontre remarquable avec la mystérieuse bête se produisit. Un homme du nom de Thomas Uri conduisait le long de la route 62 juste au nord de la zone de production de TNT, quand il n'eût pu manquer de voir une grande forme humanoïde debout dans un champ en bordure de la route. Soudain, se souviendrait-il plus tard, la bête déploya une large paire d'ailes sur son dos et s'éleva verticalement d'une manière qui rappellera à Uri un hélicoptère. Ah, il faut imaginer le truc, hein. Ou comme un insecte, vous savez, qui vole, qui commence à s'élever de la fleur ou de la feuille, hein, je veux dire. J'imagine le truc, bon bref. Comme un scarabée, on va dire. Je vois à peu près le truc. Il ajouta, tétanisé de peur, que le monstre vola en direction de son véhicule, le suivant sans problème, même s'il roulait pied au plancher. Au cours des quelques jours suivants, de plus en plus d'observations furent mentionnées, dont celle de Ruth Foster de la ville voisine de Charleston, qui vit la chose ailée plus tard une nuit dans son jardin et qui décrivit comme une grande, avec une paire d'yeux rouges et qui semblait lui sortir de la tête. Grande. Ouais, inutile de dire que la montée en puissance de l'histoire de l'homme papillon fit les choux gras de la presse locale. Oui, bon, on va dire que c'est des conneries, bon bref. Les récits de ceux qui étaient mentionnés comme le monstre oiseau faisaient des gros titres, des sceptiques comme la police locale assurant que leur opinion sur le sujet était largement connue. Les forces de l'ordre mirent fermement en garde tout chasseur d'hommes papillons en puissance resté à distance de la centrale électrique abandonnée de la zone de production de TNT après la tombée de la nuit. Entre-temps, le docteur Robert L. Smith, maître de conférencier en biologie de la fosse et la division des forêts de l'Université de Virginie occidentale, exprime sa conviction que la créature n'était rien de plus étrange qu'une grande grue du Canada. C'est une sacrée grue, hein. Un gros oiseau, vous voyez le truc, avec des yeux rouges et qui fait 2 mètres de hauteur et qui marche, hein, puis qui vole en plus. Ceci satisfit toutefois difficilement l'immense majorité des témoins. C'est toujours un même coin, il y en a toujours en train de brouiller des gens pour dire bah non, ce que tu as vu c'était une grosse mouche en fait. Au cours des semaines et des mois qui suivirent, de nouvelles rencontres avec d'étranges créatures furent rapportées. Toutefois, elles furent toutes éclipsées par un événement tragique qui survint le 15 décembre 1967, parce qu'elle apparaît toujours au moment où il va se passer quelque chose d'une catastrophe jusqu'à quelques jours avant. Ce fut ce jour-là que le Silver Bridge de Point-Plaisante, ainsi nommé à cause de sa pâture aluminium, qui enjambe l'Ohio et le relie vers la ville de Gallipolis, s'effondra soudain dans le fleuve, emportant tragiquement 46 vies, 46 morts. De manière intéressante, après le désastre du pont Argenté, les rencontres avec l'homme papillon diminuèrent massivement. Et bien qu'une explication terre à terre pour l'effondrement du pont circula, à savoir qu'un défaut fondamental sur une barre à huiller
Dans une chaîne de suspension était le principal coupable, beaucoup voient la cause du désastre comme directement liée à la présence sinistre de l'homme papillon. Et ça c'est sûr, bon. Il y a d'autres histoires comme ça, je pense que les gens que vous avez vu une créature ailée et juste après il y a une catastrophe, il n'y a pas que là, je pense. Ce fut au cours de cette période, entre la première apparition de la bête et les morts dans le désastre sur l'Ohio hivernal, que les Men in Black distribuèrent consciencieusement leurs cartes de visite imprimées avec les mots paranoïa et peur, hein, pour brouiller les pistes encore une fois. Bon nombre de ces affaires de Men in Black furent soit relatées, soit directement vécues par une femme du nom de Mary Heer, avec un Y, H-Y-R-E, Mary Y, une journaliste basée à Point Pleasant. Début janvier 67, Mary Heer, qui à l'époque travaillait à Point Pleasant comme correspondante dans le journal Messenger, basé à Athens en Virginie occidentale, reçut sa propre visite typiquement surréaliste et déroutante de la part d'un Men in Black. Comme par hasard, ce nouvel arrivant en ville avec des cheveux coiffés au bol, mesurait moins d'1m50. Alors déjà là, il n'est pas grand, à quoi se poser des questions quand même. Bon, on pourrait dire c'est un petit homme, oui, d'accord, mais bon. D'1m50, moins d'1m50, c'était doté d'une paire d'yeux hypnotiques. Donc, de toute façon, c'est ce qui relie le livre de Ena Danan. Hein, pour moi, c'est des Draco Borgs, hein, ces sortes de reptiliens hein, camouflés. Et avec des semelles curieusement épaisses à ses chaussures. Remarquablement, feu Jim Kett, qui écrivit son propre livre sur les Men in Black intitulé Casebook of the Men in Black, fit remarquer avec des semelles épaisses sont un détail récurrent dans les rencontres avec des Men in Black. Donc s'ils ont des semelles épaisses, c'est un Men in Black. Bon, après, ça ne veut pas dire comment. Ça datait de 1997. Encore plus fou, l'étonnant petit Tom semblait étrangement fasciné par le stylo bill de Mary Hill. Donc il fut fasciné par un stylo bill. Hein, stylo bill bleu, enfin bon, le truc. Noir. Lorsqu'il lui dit qu'il pouvait le garder, sa seule réponse fut un rire caquetant à vous glacer le sang. Donc c'est pas une réaction normale. C'est sur des êtres qui sont pas de ce monde. Hein, déjà, c'est sûr. Pour moi, c'est sur certains Men in Black, c'est sur des êtres qui sont pas de ce monde. C'est pas comme ceux qu'on voit dans le film, qui sont humains. Ça n'a strictement rien à voir. Encore une fois, c'est foutage de. Bon, bref. Mais bon, c'est un film. Et il franchit la porte à toute allure, s'évanouissant dans la nuit, noire et froide, aussi mystérieusement qu'il était arrivé. Alors qu'elle continuait de creuser l'énigme des Men in Black, des ovnis, de l'affaire de l'homme papillon et de toutes les bizarreries y afférents, Mary Heer fut d'autant plus courtisée par les Men in Black sur une période de plusieurs mois. La rencontre la plus étrange eut lieu fin 1967, lorsqu'un couple de Men in Black d'apparence asiatique, avec un air de jumeau parfait et vêtu de pardessus noirs, se présenta au bureau du journal et se lança dans des conversations déconcertantes dans le genre soucoupe volante. Ils font ce qu'ils veulent. Même le polymorphisme des ovnis, même eux, l'apparence, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. La deux fit froidement remarquer qu'il y avait une importante activité d'ovnis dans la région de ces derniers temps, comme par hasard. Hein. Une information que Heer confirme, Marie. Puis commença une avalanche de questions. Quelqu'un avait-il demandé à Heer de ne pas publier les détails d'une telle activité? Elle assura au duo que non. Publier les détails... Oui, elle s'assura du haut que non, personne n'avait tenté de la museler. Ensuite voulurent savoir les Men in Black quelle serait la réponse de Heer si quelqu'un le mettrait vraiment en garde de ne pas imprimer de tels récits. Sa réponse fut claire, concise et sans détour. Je leur disais d'aller au diable. Là, c'était en 1976. Peut-être ce sinistre duo interprétera-t-il les mots de Heer littéralement. Après avoir reporté son regard un moment sur la charge de travail qui s'annonçait sur son bureau, le journaliste releva les yeux et les deux Men in Black étaient partis. Clairement, il y avait une sorte de connexion entre les Men in Black et l'homme papillon. Pour moi, c'est sûr. Tout ça, c'est associé à l'ufologie, ça c'est sûr et certain. Dans un chapitre à venir, nous rencontrerons un expert en paranormal nommé Joshua P. Warren, qui pense avoir une explication à ce lien intrigant. Et s'il s'agit assurément d'un bouillonnant des plus hautes bizarreries, pour l'heure néanmoins, retournons au dossier. Et ce fut très intéressant, avec plein d'images que je vous mettrai à la fin, avec le film Tout ça Richard Gere, que j'avais vu qui était vraiment pas mal, mais il n'y a aucune notion de extraterrestre dans ce film-là, malheureusement. C'est un très bon film qui est sorti en 2002 et ça m'a quand même bien marqué. Si un jour je peux le reprendre en Blu-ray ou DVD, enfin je verrai bien de toute façon.
Mais il n'y a pas de notion de Men in Black. Et les Men in Black qu'on voit dans les films, ça n'a strictement rien à voir. Les 4 films avec les. Voilà, c'est des extraterrestres pour moi. Pour moi, c'est sûr, c'est des extraterrestres. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ce qu'elle dit Ena Dana dans son livre. Pour moi, c'est ça, ça correspond. Après, voilà. Je coupe là. Je balancerai certainement une vidéo dimanche. Mais je sais pas quand. Dimanche dans la journée, parce qu'il y aura de la famille qui va être là. Je sais pas. Dimanche matin ou dimanche dans l'après-midi, dimanche au soir, j'en sais rien. Voilà. Merci et bon week-end à bien. Encore une fois, c'était très bon. Et franchement, pour le prix, pas très cher. Franchement, pas très cher. Après, les critiques sur Amazon, je regarde pas parce qu'il y en a qui sont en train de critiquer. Bon, de toute façon, je regarde même plus les critiques. À ce moment-là, ces gens-là, ils ont qu'à faire un livre, hein, au pire, ceux qui critiquent. Ça, je vais toujours dire. Bon, je coupe là, les véritables Men in Black, des hommes en noir. Merci et à bientôt. A plus, à dimanche, je sais pas quand dans la journée. A plus.